Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast de celles et ceux qui aiment le trail. Je suis Alexandre Viol et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec une belle bande de joyeux lurons. Merci d'être encore de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. On prend énormément de plaisir toutes les 2 semaines à vous proposer un contenu qu'on espère de qualité. Il vous est d'ailleurs possible de débattre en direct avec nous et pour ça, il vous suffit de vous rendre sur notre canal Instagram, le canal YouTubeX, où vous êtes déjà près de 1000 personnes à nous suivre et où on prend plaisir aussi à échanger avec vous. Allez, je vous présente l'équipe type du jour. Celui qui a rendu le Ciao Ciao tendance, qui parle 4 langues et qui est en train de poncer comme il se doit l'île de Majorque. Mathieu Delpech, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, merci pour cette petite présentation. Et c'est plutôt l'île de Majorque qui est en train de me poncer, puisque les chemins là-bas sont quand même très très rugueux. Je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment des chemins extrêmes qu'on va peut-être traverser dans quelques semaines sur le Mallorca by UTMB, événement que je prépare actuellement. Donc on essaye de faire ça bien, de s'acclimater. Ça roule et j'ai hâte d'échanger avec vous aujourd'hui encore une fois. Tu seras accompagné par un homme qui est un symbole de résilience et de longévité. Beaucoup ont voulu le faire tomber, mais sans réussite malheureusement pour eux. Sera-t-il capable d'inscrire son nom dans les livres d'histoire? Une partie de la réponse sera donnée dimanche. Nicolas Martin, comment ça va? Ah, ça va bien, il y a des lièvres, des champignons, les sensations sont bonnes, ça va être une belle fête dimanche. J'ai hâte de courir, même si j'ai pas forcément hâte d'être dans les 2 dernières heures parce que j'ai fait tellement souvent cette course que je sais ce que c'est que les 2 dernières heures des Templiers, c'est pas toujours du plaisir. Et puis, messieurs, vous serez accompagné par le kiné de la troupe, celui qui teste plus vite que son ombre, le fondateur de Cap Prévention avec son ami Gauthier, que l'on salue. Théo Robin, comment ça va? Eh ben, ça va bien, c'est la dernière ligne droite de l'année. Et puis, au sein de la structure Cap, on est très content parce qu'on a pu intégrer enfin une fille dans les encadrants. Donc, en tant que kiné et coach, on a pu recruter Chloé Charprenay qui va se spécialiser et nous aider à accompagner les femmes tout au long de la saison. Donc, pour nous, c'est une très bonne chose. Alors, messieurs, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Comme d'habitude, on débutera avec le petit tour des actus chaudes et un petit débrief des derniers résultats. On poursuivra avec ta rubrique, Théo. Tu vas nous parler aujourd'hui des tendons. On enchaînera ensuite avec le gros événement du mois d'octobre pour nous, non pas la Diagonale des Fous, mais bien le Festival des Templiers. On aura à cette occasion la chance de recevoir un auditeur. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec nos petites recommandations, nos petits coups de cœur, nos petits coups de gueule. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? On est Yes. prêt. Yes. On est tous prêts, j'espère aussi que l'auditoire est prêt et qu'il est aussi prêt à mettre dégainé sur son application préférée de podcast les 5 étoiles évidemment et les petits commentaires pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir de vous lire et puis c'est très important pour la pérennité du podcast que vous nous donniez vos avis et que vous évaluez le podcast idéalement positivement. Merci d'avance. Allez, on enchaîne tout de suite avec le premier résultat qu'on a souhaité vous débriefer, celui du Nice-Côte d'Azur Bayou Tembe. On vous en avait parlé il y a 2 semaines où on vous avait annoncé un très gros plateau, notamment sur le format 50 km. Et ben, comme vous avez pu le constater, en tout cas nous on l'a constaté, il y a eu une très belle bataille sur ce format-là avec les victoires de John Albon chez les messieurs et de Sylviane Orchdar chez les femmes. Euh, Très belle place de Simon Pacard, très belle deuxième place qui nous sort sa deuxième plus grosse performance de la saison après une deuxième place là aussi à Chianti en début de saison. À noter aussi bien sûr sur le format 100 miles la victoire et la deuxième place au scratch de Courtney Water qui a terminé à 12 minutes seulement de l'Espagnol Christopher Clemente sur plus de 21 heures d'effort. Toujours pas de victoire au scratch, mais encore une très belle performance de Courtenay, en sachant que Christopher Clémenté, pour ceux qui ne le connaissent pas, un petit état de son palmarès, troisième de la Transvulcanie en 2022, huitième de la CCC en 2021 et surtout double vice-champion du monde en 2017 et 2018. Donc c'est pour dire que la perte de Courtenay est assez impressionnante. À noter aussi la victoire de Vincent Bouillard sur le format 20 km. Sa présence a surpris beaucoup de monde, puisqu'on n'attendait pas à ce qu'il réenchaîne aussi vite après sa victoire à l'UTMB. Mais comme tous les athlètes, qu'on soit vainqueur ou qu'on finisse 500e de l'UTMB, on est obligé pour se qualifier l'année prochaine et ben d'aller faire une nouvelle course et de se requalifier. L'avantage de Vincent en tant que victorieux de la précédente édition, c'est qu'il n'a besoin que d'une seule running stone pour se qualifier. Donc, c'est ce qu'il est venu chercher à Nice. Nico, un petit avis sur ça et sur la présence de Vincent à Nice?
C'est sûr que quand on prend un peu du recul, on a un peu du mal à comprendre que des athlètes qui soient vainqueurs, podium, voire top 10 aujourd'hui avec le niveau qu'il y a sur les finales, soient obligés de se requalifier entre guillemets. Après, si on se met du côté de l'UTMB Group, on comprend qu'ils veuillent que les meilleurs viennent courir sur le circuit. Moi, ce que je dis souvent, et j'ai pu en échanger avec Julien Chaurier, qui est un peu nouveau directeur sportif, un petit peu, qui doit driver ça, c'est que je pense qu'au lieu d'être un peu de le faire de manière un petit peu coercitive, c'est-à-dire si tu participes pas au manche, ben, tu peux pas te qualifier, ça devrait être un peu plus incitatif en donnant une logique au circuit parce qu'on le voit aujourd'hui sur 50 ou 100 k, il y a pas vraiment de circuit et il y aurait tout. Enfin, il y aura un vrai sens à avoir des courses qui soient un peu poussées pour les meilleurs coureurs avec des sortes de mini-finales, de pré-finales qui pourraient faire de super courses dans la saison. Mathieu, un avis là-dessus? Moi, c'est aussi pour ça que je suis à Majorque, malgré les petites complications post-CCC, où j'ai quand même fait le choix de mettre cette dernière course au calendrier. C'est parce que j'ai pas le choix. Si je veux assurer ma qualification pour l'an prochain, il faut le faire. Donc, c'est clair que ça amène plus de contraintes que d'opportunités. Donc, c'est sûr que ce que propose Nico, ça serait peut-être une solution qui permet d'allier les deux. Théo, toi, en tant que kiné, est-ce que tu penses que pour l'instant, le système qui est en place, ça peut pas aussi remettre un petit peu en cause l'intégrité physique et aussi rajouter une charge mentale aux athlètes? Bah, ça, c'est certain. Dès que tu rajoutes des contraintes de calendrier avec un système de performance minimale, ça force les athlètes à s'entraîner et à prendre plus de dossards. Donc, forcément, ça augmente le potentiel risque de blessure. Ça, c'est clair et net. Et puis, effectivement, comme disait Nico, ça rejoint quand même pas mal la logique UTMB où eux, ce qui les intéresse, c'est que les athlètes, ben, ils soient majoritairement sur les courses UTMB. Et on constate qu'il y a de plus en plus d'athlètes élites qui, de leur saison, et ben, quasiment ne font que des courses UTMB, ce qui est fortement dommage pour les autres courses, et notamment des courses là, de fin de saison, comme les Templiers, ou du fait de l'obligation de se qualifier avant le 31 décembre, fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, malheureusement, ne seront pas présents aux Templiers. Et puis moi j'ai réfléchi à deux petites choses qui pourraient être faciles à mettre en place. Et moi j'attends que Julien Chaurier remplisse son rôle là, de directeur sportif et qu'il mette en place des choses qui vont dans le sens des athlètes. Pourquoi ne pas qualifier automatiquement les top 10 hommes et femmes de chaque finale pour l'année prochaine? Je pense que ça, ce serait le minimum à faire. Ou alors, on pourrait aller plus loin. Pourquoi ne pas, comme ils le font sur les autres manches UTMB, pour se qualifier à la finale, par exemple sur un format 50K chez les hommes, si vous faites une performance cotée à 830 UTMB, vous êtes qualifié pour la finale. Et pourquoi ils ne pourraient pas mettre ce système-là en place aussi pour les finales où, si on, en tant qu'homme, sur un format 50K, on cote à plus de 830, on pourrait être aussi automatiquement qualifié pour l'année prochaine. C'est des petites choses qui pourraient être mises en place. Donc, on attend de voir. En tout cas, on vous tiendra au courant de tout ça. Euh, Aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais dans le règlement du format 50K à Nice, il y avait obligation de porter un sac, comme c'est stipulé dans certaines manches UTMB. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais John Albon, le vainqueur du 50K, eh ben, il portait une ceinture. Et il n'a pas été disqualifié. En tout cas, il n'a reçu aucune pénalité pour ça. Donc voilà, moi je suis pas partisan du matos obligatoire, pas partisan du fait qu'il y ait énormément de règlements, mais si on part du principe qu'il y a du règlement, autant qu'il s'applique à tout le monde. Et là, il s'est pas appliqué à John Albon. Petite réaction, les gars? Bah, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est quand même la deuxième année consécutive où à Nice, il y a discussion sur le règlement, puisqu'on se rappelle de l'année dernière de Marine Quintard qui avait été ravitaillée, alors par méconnaissance, mais alors que l'assistance était formellement interdite sur l'ensemble du parcours. Et je trouve que, ouais, quand on met des règles et qu'on les implique pas, bah, ça pose un petit peu question, même si je suis plutôt partisan de l'esprit sportif. Et bon, pour le coup, un sac ou une ceinture, ça constitue pas un avantage pour moi et je vois même pas pourquoi on impose un sac. Par contre, bon, quand on a à confère un avantage en ayant des ravitaillements, par exemple, ça mérite souvent une petite sanction, ce qui n'avait pas été fait. On voit, là, je pense qu'on touche aussi un petit peu la limite de la communication dans l'instantané, c'est-à-dire que bah, si vous suivez un petit peu les Bayou Tembe, il y a des réels, enfin je l'ai vécu à Witch Trouble, je pense dans l'heure qui suit l'arrivée de la course, même pas, il y a des réels avec l'arrivée des podiums, et c'est sûr que si tu commences à déclasser, à mettre des pénalités, bah c'est un petit peu compliqué, donc
ouais, je pense que ça mérite. Un Stéphane Sclavo nous manque. On espère qu'il va revenir, qui était intransigeant sur les règles. Après, on peut juste dire quand même, John Albon, c'est une petite faute professionnelle de ne pas avoir lu le règlement. Et puis, dans ce cas-là, autant mettre des contrôles de matos au départ. Et puis, John Albon aurait été contraint de prendre un sac. Bref. Deuxième événement où on a eu de très beaux plateaux, on vous en parlait aussi il y a 2 semaines, c'est le Salomon Ultra Pyrénéo, plus gros événement des Pyrénées espagnoles, où on a vu la très belle victoire sur le format 100 km de Julie Roux et de Dmitri Mitiev, le russe, sur ce même format. Et puis, notamment sur le format, il y a un format semi-marathon sur cet événement où on a pu voir une très très belle densité chez les garçons et chez les filles, où beaucoup de très très forts espagnols, de très jeunes espagnols s'étaient donné rendez-vous. Et on a pu aussi voir que c'est un Belge qui a créé la surprise en terminant deuxième, Raoul Ross, avec, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le compte des Jeunes dans le GIF sur Instagram, mais avec des Vaporfly aux pieds, complètement défaussés, avec, où il a coupé la semelle au niveau du talon. Donc, j'invite les gens à aller voir ça sur le compte des Jeunes dans le GIF, c'était assez impressionnant. À noter la très belle quatrième place de notre champion de France de trail court, Kylian Allaire, qui est en pleine préparation du marathon de Valence, qu'on aura aussi sûrement la chance de croiser ce week-end au Templiers. Et puis, petite com perso, j'avais 2 athlètes présents de l'Académie Sidas Matrix sur cette distance. Agnol Pudula qui fait 11e et Nouria Tarago qui fait 8e. Allez, on a fini sur les résultats du week-end dernier. On va pouvoir passer à l'autre gros événement à suivre, même si on ne va pas s'attarder longuement dessus. On va quand même vous parler un petit peu de la Diagonale des Fous. Et Nico, tu nous as analysé un petit peu le panel de coureurs et coureuses qui seront présents. Ouais, bah on va commencer par les femmes. Chez les femmes, il y a quelques forfaits de dernière minute, dont Jennifer Lemoine. Déjà une densité qui n'était pas folle. Sur le papier, alors même si sa saison est un petit peu compliquée, il y a quand même une grandissime favorite. C'est Manon Board. Mais elle devra se méfier quand même de Marilyn Dacage, des Méline Oudé ou de Flavie Brunel. Mais globalement, chez les femmes, il n'y a pas une grosse densité. Mais ça reste une diag, c'est long, il peut se passer plein de choses. Donc, hâte de voir ça. On verra si Manon tient son statut de favori. Par contre, chez les hommes, bah, il y a quand même un très très beau top 5 sur le papier au départ, puisqu'on a le podium de l'année dernière qui est au départ. Donc, je le rappelle, Aurélien Dunant, Germain Grangier et Jean-Philippe Tchoumi, auquel s'ajoute probablement, même s'il n'a pas, je crois, encore officiellement annoncé s'il serait au départ, Mathieu Blanchard. Et puis quelqu'un qui est déjà aussi monté sur le podium, c'était il y a 2 ans de cette diagonale, c'est l'anglais qui vit dans les Pyrénées, Ben Diman. Donc le top 5 est de très 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 belle facture. L'américain. L'américain, pardon, j'ai dit un anglais, pardon, l'américain. Mais ouais, ça va être vraiment une superbe bataille, je pense, chez les hommes. Après, c'est un petit peu moins dense derrière, mais comme chez les femmes, c'est une diag. On a déjà vu des surprises. C'est, on le rappelle, la plus longue diag de l'histoire, hein. Elle fait 175 km avec notamment, c'est à signaler, le retour du Maïdo. Alors, je n'ai pas exactement en tête, mais je pense que ça faisait au moins 5-6 ans qu'on n'avait pas emprunté le Maïdo. Donc, ça va être une très très belle édition qui nous occupera en attendant le week-end des Templiers. Ouais, justement, à signaler un profil féminin qui pourrait, je pense, créer la surprise, Pauline Gardel, que peu de gens connaissent, qui va être à suivre aussi sur cette diagonale, qui est une course où tous les ans, on assiste dans les top 10 hommes et femmes à de très très belles surprises. Et à noter aussi que l'événement lance pour la première fois, enfin crée un nouveau format, un format 50 km. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et puis, sans rentrer dans le détail des autres distances, mais on suivra quand même de près Louison Coiffé sur le trek du Bourbon, le format 100 km de cet événement qui va tenter, comme il l'avait fait cet été en Corse, de battre le record de Lambert Santelli, parce que le record du trek du Bourbon est détenu par le Corse Lambert. Donc, on a hâte de voir ce que ça a donné pour Louison. Euh, voilà. Et puis, pour celles et ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur les favoris et favorites de la diagonale, je vous invite à aller voir la très bonne vidéo d'Arnaud d'Endurance Show sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Mathieu, un petit mot? Ben ouais, je suis toujours là pour dire un petit mot, si tu me le demandes, Alex. Comme Nico l'a dit, quelques très beaux noms à l'avant de la course, quand même.
mais pas de vraie quand même densité de haut niveau. Quand on descend la liste, les indices de performance des coureurs décroît quand même très vite. On en avait notamment discuté dans l'épisode 2 où on vous donnait quelques clés pour ne pas confondre forte attention médiatique et course de haut niveau, donc je vous invite à retourner l'écouter. Ouais. Et puis pour terminer avec ce petit sujet diagonal, moi j'ai une petite question à vous poser vis-à-vis de Mathieu Blanchard, sans rentrer dans le détail. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il annonce aussi tardivement sa participation à la diagonale, un petit peu comme il l'avait fait à l'UTMB? Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Moi, je trouve que ça indique certainement qu'il n'est pas dans une forme exceptionnelle parce que s'il se questionne à quelques jours de la Diag s'il prend le départ, c'est que, enfin, il en a parlé dans le podcast de la bande AD+, hein, mais je pense qu'il est pas dans une vision de très haut niveau. Il y va plus entre guillemets pour l'aventure. Bon, je pense que la Diag de base c'est une aventure. Avant de parler performance, je pense qu'il faut être dans cet état d'esprit-là. Voilà, après, bon, ça, on l'a dit, il n'y a pas une densité énorme, donc forcément, je pense que s'il est au départ, si son corps est en capacité de tenir la course, il va faire un bon résultat. Donc voilà, après, je pense qu'on n'est clairement pas dans une configuration où il s'avance dans son esprit comme le grand favori et comme, on va dire, tout résultat autre que la victoire serait vécu comme un échec. Je pense qu'il est là aussi pour voilà, peut-être boucler un 100 miles avec des bonnes sensations cette année, puisqu'il avait beaucoup moins couru cette année en essayant de changer un petit peu sa méthode. Et puis la machine s'est un peu déraillée, notamment pour l'UTMB. On le rappelle, je crois que de base, c'était son objectif de l'année, la Diag. Voilà, après, peut-être un Ouais. peu la pression de devoir aller à l'UTMB. Après, c'est toujours difficile de faire les bons choix quand on a des petites blessures qui traînent, de savoir renoncer ou pas. C'est des choix qui sont toujours compliqués. Allez, deux petites news pêle-mêle pour terminer sur la première rubrique de l'épisode. La liste des 30 athlètes femmes et hommes qualifiés pour la finale des Golden a été officialisée. Une finale qui aura lieu ce week-end aussi, du 17 au 20 octobre. Et on a constaté que chez les messieurs, sur les 30 qualifiés, il n'y a que deux Français dans la liste, Fred Tranchant et Pierre Galbourdin. On a aussi noté qu'il y a la présence, je me suis amusé à faire le compte des pays qui seraient représentés. On aura quand même 5 Kenyans, 4 Espagnols, 4 Suisses, 3 Italiens, 3 Polonais, 2 Marocains et 3 Américains. Donc on voit vraiment que c'est des formats qui intéressent nos amis africains. Pas de françaises malheureusement chez les féminines. Et là-dessus, il y a une présence une diversité de pays qui est un peu plus importante chez les féminines, puisqu'il y a 5 pays en plus qui seront représentés par rapport aux hommes avec notamment la Chine, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Canada et l'Allemagne. Donc des courses qui seront à suivre en live ce week-end pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis la dernière petite news, Mathieu, qui a fait trembler le monde du trail. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a pas grand monde qui l'a relayé, mais il y a que les experts comme nous et comme toi qui l'ont vu. Mathieu, tu vas nous expliquer comment perdre un sponsor tout en se ridiculisant devant le monde entier. Mais c'est une méthode qui est assez simple. Je vais vous raconter l'histoire improbable de Camille Héron. Donc, c'est une actu qui date du mois de septembre. On n'a pas pu la caler dans l'épisode précédent, mais il fallait absolument qu'on vous la raconte ici, car on est sur du très très lourd. Accrochez-vous bien, l'histoire est vraiment lunaire. Si vous ne connaissez pas Camille Héron, c'est une athlète américaine spécialisée dans l'ultramarathon, les ultra-distances. Elle est détentrice de plusieurs records du monde dans ces disciplines. Elle est notamment connue pour avoir remporté et battu des records sur des courses de 100 km, 100 miles, 24 heures, beaucoup de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont un petit peu loufoques. Et l'histoire, elle a fait quand même un très très gros scandale dans les médias anglophones, mais très peu relayé en France. L'Internet s'est enflammé le 23 septembre lorsque le magazine Canadian Running a publié un article concernant cette célèbre ultramarathonienne avec des accusations de manipulation de contenu Wikipédia. Et oui, vous avez bien entendu, c'est le nouveau réseau social très important où il faut être en vogue, le Wikipédia. Et donc, l'une des actions les plus controversées a consisté à supprimer à plusieurs reprises des affirmations telles que largement considéré comme l'un des meilleurs trailers de tous les temps, des pages de Kylian Jornet et de Courtney de Walter, avec une justification de suppression pour flatterie excessive. Et en parallèle, en fait, le couple, donc Camille Héron et son compagnon entraîneur, ont simultanément ajouté ces mêmes propos sur la page de Camille. Donc, les investigations ont montré qu'il y a eu plus de 300 modifications réalisées sur Wikipédia avec différents comptes identifiés grâce aux adresses IP. Et le but, c'était à chaque fois de dévaloriser les concurrents de Camille sur ses records du monde et de valoriser
les activités de ce qu'avait fait Camille. Donc tout ça, je vous invite à aller lire l'article du magazine canadien qui s'appelle Canadian Running, donc qui apporte plus de détails sur comment ça a été investigué et comment ça a été fait. En tout cas, ça n'a pas beaucoup plu à la marque Lululemon avec qui elle collaborait étroitement puisqu'ils ont mis fin à son contrat. Et donc maintenant, le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut lire sur la page Wikipédia de Camille Héron. Elle et son mari ont été trouvés en train de supprimer des informations positives sur d'autres athlètes de Wikipédia tout en ajoutant des informations positives à son propre sujet. Donc voilà, là, je pense que, elle s'est fait prendre à son propre jeu. Et avant de conclure, comme d'habitude, après ce genre d'affaires, Camille, elle a dû supprimer son compte, tous ses comptes sur les réseaux sociaux suite à une énorme vague de haine qu'ils ont pu recevoir, elle et son mari. Donc si on doit le rappeler, ça sert à rien d'aller insulter ou dénigrer des gens sur les réseaux sociaux, ça va pas apporter de solution. Et puis, pour conclure aussi, il y a eu une réponse, un communiqué qui a été fait par le mari de Camille, qui a expliqué que c'était lui seul qui avait fait ces activités et qu'elle ne devait pas être inclus dans ce scandale. Donc, une petite histoire qui était un petit peu déboulonnante et qui n'a pas trop été reliée en France. Donc, j'avais à cœur de vous partager ici si vous voulez donner ces petites infos lors de votre prochain dîner avec des trailers. Merci beaucoup Mathieu pour cette news complètement lunaire, comme tu l'as dit. On en a fini avec nos petites actus. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on creuse certains sujets en détail, dites-nous tout sur le canal Instagram YouTubeX. Et puis, on va maintenant pouvoir passer à la rubrique de notre kiné Théo. Théo, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je voulais vous présenter les 10 commandements des choses à ne pas faire en cas de tendinopathie. Du coup, ça, c'est une infographie qui a été partagée par Jill Cook. C'est une chercheuse américaine, il me semble, ou australienne, qui est spécialisée sur le traitement des tendinopathies. Et du coup, elle propose 10 règles assez simples qu'il ne faut surtout ne pas mettre en place en cas de douleur. Pour rappel, les principales tendinopathies qu'on peut trouver chez le coureur, c'est tendon d'Achille et tendon rotulien. La première, c'est de faire du repos complet. Le repos complet, ça diminue la capacité du tendon à supporter les contraintes. Donc la première chose à faire, c'est de diminuer le niveau de contrainte et ensuite d'augmenter la capacité de tolérance du tendon et ensuite réaugmenter progressivement les contraintes. Le deuxième point à ne pas faire, c'est de faire exclusivement des traitements passifs seuls. Et donc, en fait, ça va juste jouer sur l'antalgie, donc sur la douleur, mais ça va pas augmenter la capacité de tolérance du tendon. Le troisième point à ne pas faire, ce sont les injections. Donc ça, scientifiquement, ça a été non recommandé de le faire en première intention. On peut envisager des injections, mais c'est à la suite d'échecs de traitement de réhabilitation, où globalement, le but, c'est de faire des exercices et une remise en charge progressive. Quatrième point, ça va être d'ignorer la douleur. La douleur, c'est un signal d'alerte du corps qui signifie un excès de contrainte. Et donc, il faut juste essayer de manager cette douleur pour que ça devienne supportable et qu'on puisse faire une réhabilitation correcte. Cinquième point qu'on voit beaucoup trop souvent, c'est déconseiller d'étirer de façon abusive le tendon parce qu'en fait, les étirements, ça va provoquer des forces compressives sur les fibres du tendon, ce qui est plutôt nuisible. Donc, si ça vous fait du bien, vous pouvez en faire un peu, mais clairement, c'est pas ça qui va vous soigner. Sixième point, ça va être de masser directement le tendon. Ça va même être plutôt délétère. Par contre, vous pouvez masser le corps musculaire qui est en lien avec le tendon. Donc, par exemple, si on a une douleur au tendon patellaire, on peut se masser le quadriceps. Et si on a une douleur au tendon d'Achille, on peut se masser le mollet. Septième point, qui n'est pas bon, c'est de s'inquiéter du résultat des imageries. Souvent, quand on va passer une écho ou encore un IRM, on peut voir des termes comme dégénération ou microdéchirure ou déchirement. Et donc, il ne faut pas trop se fier aux termes employés, mais il faut plutôt se baser sur la clinique. Donc, c'est les symptômes que l'on peut retrouver chez le patient, chez l'athlète. Huitième point, c'est de s'inquiéter d'une rupture de tendon. Généralement, quand il y a des ruptures, c'est chez des patients qui sont asymptomatiques. Et c'est quand même sur des sports qui sont plus euh, exigeants d'un Violent. point de vue pliométrique, comme les sports co. Ça peut être du sprint, ça peut être du basket, ça peut être du foot. Neuvième point, ça va être de réduire et de négliger la rééducation. C'est pas parce qu'on n'a plus de douleur que le tendon il est OK. Il va falloir plusieurs semaines, mois, voire années pour que les fibres du tendon puissent se remodeler. Et dixième point,
pour pas trop vous endormir, c'est de ne pas connaître les activités les plus contraignantes pour le tendon. Donc là, c'est important de savoir que ce qui est le plus contraignant pour le tendon, c'est la pliométrie. Et donc, c'est les enchaînements de sauts, de sprints et d'activités assez exigeantes sur les fibres du tendon. Toi, Théo, c'est clairement les pathologies que tu retrouves le plus dans ton cabinet de kiné? Ouais, c'est des pathologies qui sont quand même très courantes chez les athlètes de trail running. On peut retrouver aussi en plus le SBIT, donc c'est le syndrome de la bandelette iliotibiale ou encore appelé plus communément le syndrome de l'essuie-glace. Mais clairement, en tendinopathie d'Achille et tendinopathie patellaire, c'est des pathologies qu'on retrouve très couramment chez les athlètes de trail. Si tu avais un message principal à faire passer en termes de prévention pour les athlètes de trail sur ces questions-là, ce serait lequel? Quand vous avez des douleurs, consultez directement quelqu'un qui s'y connaît, comme ça vous êtes à peu près sûr du diagnostic et vous faites pas d'erreur dans le traitement. C'est surtout ça qui est important. Et normalement, dans la description du podcast, on va vous mettre un lien pour que vous puissiez télécharger le PDF. Vous avez 10 commandements si vous voulez vous en souvenir d'ici quelques semaines, quelques mois. Top. Et si nos auditeurs et auditrices veulent contacter CAP pour avoir un suivi de grande qualité, comment ils font? Il suffit de nous envoyer soit un mail, soit sur notre page Nolio, ou alors sur Insta, un petit DM, et on devrait répondre normalement rapidement. Allez, parfait. Merci beaucoup Théo pour cette nouvelle rubrique très intéressante. On va pouvoir enfin passer au grand sujet de notre podcast du jour. C'est le Grand Trail, le festival des Templiers, à quelques jours de celui qui est l'un des plus grands événements français. On se devait avec toute la team de vous faire une petite preview bien complète comme on aime des forces en présence. On a décidé de se concentrer sur les trois formats les plus denses de l'événement que sont l'Endurance Trail, le format 100 km qui aura lieu le vendredi, le Marathon d'Écosse, un format 35 km qui aura lieu le samedi, et puis enfin le Grand Trail où Théo et Nico seront présents, le 80 km qui aura lieu le dimanche. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez certainement, mais cette année, les Templiers fêtent leurs 30 ans. Et pour célébrer cet anniversaire, les organisateurs ont décidé d'inviter tous les anciens vainqueurs du Grand Trail pour leur rendre hommage. On a décidé, nous, de vous raconter un petit peu chacun notre tour, l'histoire qu'on a avec cet événement pour pouvoir marquer le coup et de ce qu'il représente un petit peu pour nous. Nico, c'est toi qui as la plus grande histoire avec cet événement. Raconte-nous un petit peu comment tu l'as découvert et puis quelle place il occupe dans ta vie de trailer. Ouais, bah moi je l'ai dit à plein de reprises, c'est vraiment ma course de cœur, c'est la course qui me fait vibrer. Pourquoi c'est cette course-là? Bah, parce que j'ai découvert le festival il y a quelques années maintenant, puisque c'était en 2007 où j'étais allé, alors à l'époque c'était encore dans le petit village de Nant, un peu plus au sud de Millau, mais toujours dans le département de l'Aveyron. Et j'avais disputé, c'était le Puma Trail à l'époque, qui est l'équivalent de la VO2 Trail le samedi après-midi. Et puis le dimanche, j'avais assisté à la course en suivant les coureurs sur les différents ravitaux et j'avais vu la première victoire de Thomas Laure-Blanchet et l'émotion qui se dégageait. Ça m'a vraiment donné envie de faire du trail et de faire cette course. Et après, j'ai appris à découvrir l'ambiance de ces courses. J'ai beaucoup aimé. Cette année, ce sera mon 10e départ. En sachant que quand j'ai raté la course, c'était quasiment uniquement pour raison de maillot France sur les épaules. Donc c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur. Et moi, j'adore l'esprit aussi du festival qui a su à la fois grandir, mais garder un petit aspect familial que j'apprécie beaucoup. C'est un petit peu une sorte de pèlerinage pour moi chaque année d'aller dans l'Aveyron à cette période de l'année. Toi, Mathieu, ton histoire avec les Templiers, elle débute dans tes jeunes années, dans ta jeune carrière d'athlète. C'est vrai que en 2013, je crois que j'ai mis mon premier dossard sur les Templiers. Donc à cette époque-là, j'avais 16 ans et je faisais pas mal de courses autour de chez moi, mais à chaque fois, c'était plus des courses où je me mesurais plus aux adultes. Et là, c'était une des pionnières aussi dans la proposition de courses dédiées pour les jeunes, donc en cadet. Donc en 2013, je crois que j'avais fait troisième et puis l'année suivante, j'ai réussi à monter sur la première marche et ça faisait plaisir d'avoir une course dédiée pour nous les jeunes et de sentir que notre sport, il n'était pas que pour les vieux et que c'était aussi en train de prendre et qu'il y avait d'autres athlètes qui étaient intéressés par le trail en étant jeunes. Donc, c'est cool de voir ces premières courses jeunes. Et puis, les Templiers, après, c'est pas été j'ai pas pris énormément de dossards sur cet événement parce que souvent, c'est en fin de saison, il y a un petit peu de fatigue. Et puis aussi, il faut dire que c'est un terrain qui correspond pas forcément énormément à mes qualités. Il faut être hyper complet. Il faut notamment savoir courir très vite à plat. Et moi, c'est des qualités que
j'ai jamais pris trop le temps de développer. C'est des choses que j'aime moins. Du coup, j'ai pas fait souvent le choix de m'aligner au Templier, mais il faudra quand même qu'un jour je fasse la grande course, la course mythique. Après avoir fait déjà la VO2 et l'endurance, maintenant, il faudrait que je fasse quand même la vraie course un jour dans ma vie. Toi, Théo, tu es le seul du groupe qui découvrira l'événement pour la première fois cette année. Pourquoi tu as décidé d'y participer? Ça fait 2 saisons d'affilée que je suis allé sur le Grand Trail du lac parce que c'est à côté de chez moi. Donc c'est le tour du lac du Bourget. Et puis j'en ai tellement entendu parler qu'il était temps d'aller prendre un dossard et d'aller découvrir l'Écosse. Même si on était allé rapidement pour les championnats de France 2023, qui étaient à la Cité de Pierre. Mais j'avais très très envie de découvrir l'esprit des Templiers. J'ai eu que des bons retours, donc j'ai hâte. Enfin, il y a une personne à qui on n'a pas demandé son histoire avec les Templiers. Alexandre, à ton tour de nous livrer tout ça. Eh ben, effectivement, les Templiers, moi, c'est un événement que je porte dans mon cœur depuis un sacré bout de temps. J'ai mis les pieds la première fois en 2018 pour participer à la Mona Lisa. Et c'est un événement sur lequel je me suis beaucoup cassé les dents jusqu'à l'an dernier où j'ai pu enfin réaliser une belle course sur le marathon du Razac. Mais avant, j'ai fait donc DNF sur le marathon d'Écosse, 9e sur la VO2. D'ailleurs, en 2022, l'année où Nico était stratosphérique. Il avait gagné la course et quelques mois plus tard, il avait terminé vice-champion du monde de Deux trail. semaines plus tard. 3 semaines plus tard, c'est beau. 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines, encore plus. Vice-champion du monde de trail long en Thaïlande. Et puis voilà, moi, c'est un événement que j'adore, comme le disait Nico, qui mêle aussi bien la densité d'athlètes, le haut niveau et aussi un côté hyper familial. Euh, donc chaque année, c'est un peu le rituel. Je suis assez déçu de ne pas pouvoir à chaque fois me programmer un beau voyage à La Réunion. Je pense que je le ferai une fois, mais parce que je me vois pas louper l'événement des Templiers. Et je pense que dans ma carrière de coureur, le 80 aura une place très importante et j'aurai à cœur d'y briller dans les années qui viennent. Et tu peux le dire, hein, tu as quitté l'idée de faire le Grand Trail cette année parce que tu voulais pas que je te mette une fessée, c'est ça? T'attends que je prenne ma retraite pour venir sur le Grand Trail. Exactement, quand j'ai appris que Nico Martin revenait en forme, j'ai préféré me retirer et m'inscrire à l'intégrale d'Écosse, où d'ailleurs j'ai pris un petit coup de stress ce matin, parce que j'ai pu voir que la liste des inscrits était sortie et je pensais que la densité serait un peu moins grande. Mais bon, on va quand même bien s'amuser vendredi. J'ai hâte d'arriver à Millau pour voir tout ce beau petit monde. Allez, on va pouvoir enfin passer au tour d'horizon des forces en présence sur les trois formats qu'on vous a cités. Petite subtilité cette année, on le sait, le Festival des Templiers sur le Grand Trail met des primes au top 10 hommes et femmes depuis de nombreuses années. Et cette année, ils ont décidé de mettre en place des primes sur l'endurance, donc le format 100K et le marathon d'Écosse. Des primes qui seront sur l'endurance de 3 000, 1 500 et 1 000 € pour les trois premiers hommes et trois premières femmes. Et puis sur le marathon d'Écosse, on aura des primes à 2 000 €, 1 200 € et 800 €. Pour rappel, les primes sur le Grand Trail sont quand même bien plus importantes puisque la gagne hommes et femmes est cotée à 10 000 €. Donc, c'est une somme non négligeable. Et on descend par contre assez rapidement, comme on l'avait un peu constaté sur les primes à l'UTMB. On avait un peu déploré cela, mais c'est des primes qui chutent très vite. On descend à 4 000 € pour la deuxième place, 3 000 € pour la troisième place. Et la dixième et le dixième toucheront uniquement 400 €. Je veux juste te faire agir rapidement, Nico, avec ça, parce que quand on connaît l'investissement que ça demande pour faire top 10 sur une course comme les Templiers, est-ce que 400 €, tu trouves que c'est cher payé? Bon, bah, 400 euros, c'est symbolique par rapport à l'investissement qu'il faut mettre pour être capable de faire ça. Non seulement bah, la préparation, si on la résume aux 3 derniers mois, mais aussi à la pratique globale depuis des années pour être capable de faire un top 10. Juste une petite anecdote pour ça. Vous savez que je suis le spécialiste de la deuxième place là-bas. Et alors, je me rappelle plus du cumul exact en termes de temps, mais en 2 éditions, j'ai fini 2 fois deuxième et ça faisait un différentiel de 7 000 € avec Sébastien Speller qui avait gagné ces 2 éditions. Et je crois qu'il y avait 7 minutes de cumul entre nous deux. Et c'est vrai que je trouve qu'on gagnerait à un peu mieux répartir les primes, surtout qu'en plus, je pense qu'on est en train, on le constate et on va parler un peu plus des favoris, mais on voit qu'aujourd'hui, 10 000 € pour les tout meilleurs trailers du monde, c'est pas non plus une somme
est suffisamment incitatif pour pousser les coureurs à courir parce que les meilleurs du monde, 10 000 euros, entre guillemets, vu les contrats qui existent aujourd'hui, c'est pas tant que ça. Et donc, je pense que finalement, pour, on va dire, soutenir la pratique un peu de haut niveau, on aurait meilleur compte de peut-être mieux répartir ce même volume global sur l'ensemble du top 10. 100% d'accord. Mathieu, une petite réaction? Non, mais je suis assez d'accord, on l'avait déjà abordé dans un ancien podcast. Je pense que je suis pour une plus grande répartition des primes sur le top 10 puisque les niveaux sont quand même relativement proches et on l'avait déjà aussi dit dans un podcast précédent. Je pense que plus il y a d'égalité, moins il y a des études qui ont montré que plus les différences étaient grandes en fait de rémunération, plus ça incitait aussi au dopage. Donc, s'il y a plus d'égalité, ben, l'athlète aura peut-être un petit peu moins tendance à faire des choses interdites pour grappiller une ou deux places, puisque la différence de rémunération serait plus faible. Voilà, on espère que le Festival des Templiers en prendra note. Nico, je reviens vers toi. L'endurance, on l'a dit, sera la première course de l'événement avec un départ vendredi matin à 4 heures. Est-ce que tu nous ferais un petit tour d'horizon des forces en présence chez les hommes et chez les femmes? Ouais, un joli plateau chez les hommes avec le tenant du titre qui remet sa couronne de laurier puisque le vainqueur de l'endurance en a une aussi. C'est Yannick Noël. Alors Yannick, il a fait une grosse saison, on le rappelle, un troisième au Lavaredo, top 10 à l'UTMB. Donc bon, c'était un enchaînement assez périlleux. J'étais en tant qu'entraîneur moyennement chaud, mais bon, j'ai dit à Yannick, c'est ta pratique, c'est toi qui le sens. Globalement, il y a eu un peu des hauts et des bas depuis l'UTMB, mais il avance avec des sensations plutôt pas mal. Après, il aura fort à faire, je pense, face à un coureur comme Rémi Brassac, qui lui s'est focalisé depuis les 3 derniers mois là-dessus. Curieux aussi de suivre la surprise du top 10 l'année dernière du Grand Trail des Templiers, l'habitant des Pyrénées, Robin Bonduel, dont Mathieu est un petit peu fan et tout pour le parcours et qui devrait être présent et être solide sur cette course. Mais voilà, une belle densité. Du côté du plateau féminin, il y aura un peu moins de densité que chez les hommes. On annonce le forfait de Rosanna Buchauer qui sera pas là, qui était la grandissime favorite. Derrière elle, on devrait retrouver Sarah Veuille, Kirsten Welsh, la Britannique, et puis Mélanie Delassoy, la Suissaise. Voilà, comme souvent hein, sur les épreuves, un peu moins de densité chez les féminines. On le rappelle souvent. Et puis, pour terminer, sur le marathon d'Écosse, personnellement, j'ai jamais vu une telle densité, notamment chez les messieurs, où j'ai compté un peu plus d'une trentaine d'athlètes au-delà de 800, au-delà d'une cotation de 800 UTMB, avec des têtes d'affiche, Sylvain Cachard et puis Loïc Robert. Donc là, il y a une victoire qui pourrait se gagner, enfin une course qui Ah, pourrait se gagner autour des 2h45 de course. Je te coupe, Alex. Sylvain, il y a des chances qu'il soit quand même DNS, comme on dit, parce qu'il est un petit peu fatigué et il retrouve pas de sensation. Donc, bon, il se décidera dans la semaine. Mais aujourd'hui, on a plus de chances qu'il soit pas au départ que présent au départ et que peut-être, si c'est possible, il fera une course plus courte que le marathon d'Écosse. S'il retrouve quelques sensations, il est malade depuis une dizaine de jours et il récupère pas très bien. Donc, probable qu'on ne le voit pas au départ et ça sera peut-être l'occasion pour notre coéquipier de team avec Mathieu de Théo Bourgeois de peut-être aller chercher la première position puisqu'il est monté sur le podium lors des 2 dernières éditions. Et puis chez les femmes aussi, un très beau plateau, puisqu'on note la présence de 8 athlètes à plus de 700 UTMB. On retrouvera notamment le podium des championnats de France de trail court, avec la présence de Julie Lelong, Émilie Menuet et Anaïs Guillot. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer au format principal de ce festival des Templiers, le Grand Trail, le format 80 km, où chaque chroniqueur va nous dresser son favorite et sa favorite sur le Grand Trail, comme on l'avait fait un petit peu avec les finales UTMB. Mais j'ai une petite question à vous poser avant de démarrer. Bon, Nico, je pense pas que tu aies le droit de jouer parce que tu connais l'histoire des Templiers par cœur. Mais on le sait, la gagne féminine a pendant très longtemps été captée par des athlètes étrangères. Mais Théo et Mathieu, savez-vous, durant combien d'années l'hégémonie étrangère femme a-t-elle duré sur le Grand Trail? J'ai un petit indice pour vous. C'est Camille Bruyas en 2022 qui a mis fin à la dizaine de victoires françaises. Bon, c'est une question vraiment compliquée. Moi, si je dois voir un petit peu comme ça dans mes mémoires des vainqueurs françaises, c'est peut-être le nom de Maud Gobert qui me reviendrait à l'esprit. Mais Alex a l'air de rigoler, donc ça doit être une bêtise.
Donc, je pense au Je moins pense que- une dizaine d'années, hein. Théo, moi, je dirais la même chose que Matt. J'en ai strictement aucune idée, je vais dire une quinzaine d'années peut-être. alors Mathieu, t'as été bon. T'as été bon, je sais pas si t'as triché, mais 2011. en tout cas, ah, il dit que non, il dit que non, il dit que c'est son cerveau qui a fait ça. Non, non, bah, c'est effectivement, c'est Maud Gobert. C'était Maud Gobert, la dernière victoire française avant Camille Bruyant en 2022. Elle avait gagné en 2011 et pendant 11 ans, donc il n'y avait aucune victoire française chez les femmes. Et d'ailleurs, Nico, tu nous en parleras un petit peu avec ton favori masculin. Mais pour l'instant, chez les hommes, chez les Français, c'est la gagne est compliquée à aller chercher depuis quelques années. Ouais, bon, et on le rappellera, mais il y a eu quand même aussi l'année Covid, l'édition annulée de 2019, donc 2 années sans course. C'est l'occasion de citer une personne qui nous a quitté beaucoup trop tôt, qui avait pris la deuxième place en 2014, c'est Juliette Benedicto. Donc, un petit coucou à Juliette, si elle nous regarde de là-haut, mais qui était passé pas loin de la gagne sur ce festival en 2014. Et puis à noter, on a analysé un petit peu la liste des partants, enfin des inscrits, et on peut déjà vous noter les forfaits connus et annoncés de Hayden Knox, Danny Moredo, Candice Fertin, Hugo Deck, Anthony Felbert ou encore Dakota Jones qui seront pas présents et la liste risque de s'allonger au fur et à mesure des jours. C'est souvent ce qu'on constate malheureusement sur les Templiers où il y a enfin un plateau exceptionnel d'inscrits et malheureusement tout le monde n'est pas présent. Allez, on va pouvoir débuter avec toi, Mathieu, sur tes favoris hommes et femmes. Tu vas commencer par ta favorite femme. J'ai décidé de vous présenter Anastina Erkila, donc la Finlandaise qui court pour ASICS avec un index UTMB de 760. Elle sera peut-être la surprise de ces Templiers, donc son nom vous dit probablement rien car elle n'a pas fait de gros podiums international, mais en tout cas elle est toujours présente pour faire de belles places d'honneur avec un nombre de top 10 impressionnant sur des manches de Golden, sur des courses références comme le marathon du Mont Blanc. Et ces Templiers, ça va être sa plus longue course jusqu'à maintenant, donc peut-être qu'elle va se trouver un nouveau talent. Elle va devoir ajouter 2 heures de plus par rapport à sa plus longue course jusqu'ici, qui était les championnats d'Europe à Annecy cette année, où elle a quand même terminé à une remarquable septième place. Donc, depuis sa 10e place à l'OCC cette année, elle a axé son entraînement adapté encore plus à la longue distance. On va voir si ça paye et je suis curieux de voir si elle arrivera à aller jusqu'au bout de ses Templiers. Et puis mon petit coup de cœur du côté masculin que j'ai envie de vous présenter, c'est le sanglier de Pau, Mathieu Simon, qui il y a 2 ans s'était incrusté sur le podium des Templiers aux côtés de deux légendes, ni plus ni moins que Seb Speller et Jim Walmsley. Donc sera-t-il capable cette année de renouveler cet exploit? Assurément, c'était la plus belle performance de sa vie jusqu'à maintenant. On espère qu'il nous livrera bien mieux que ça. Il a été empêché de prendre le départ de l'OCC cette année pour des raisons familiales. Il a ensuite raté sa qualification pour les finales 2025 de l'UTMB à Wildstrubel à cause des conditions dantesques qui ont rendu la course très complexe à côté et qui l'ont privé d'une cotation à 830. Il a montré quand même qu'il n'est pas à court de forme puisqu'il a fait un beau top 10 sur la Skyrun sur un format qu'il ne préparait pas spécifiquement. Donc j'ai hâte de le voir évoluer sur cette course qu'il aime tant. J'espère que sa prépa va payer car il le mérite. C'est un des athlètes les plus impliqués que je connaisse dans sa démarche et j'aimerais beaucoup le voir réussir cette année. Top. Merci beaucoup, Mathieu. Théo, parle-nous un petit peu de ton favori et ta favorite. Et ben on va commencer par les femmes. Au-delà du très beau fight annoncé quand même entre Blandine Lérondelle et Clémentine Geoffrey, moi je regarderai le résultat de Marie Goncalves qui va revenir sur un gros événement après sa blessure. Elle s'était fait mal à la cheville lors du marathon du Mont Blanc cette année. Et il y a 2, 3 semaines, elle est venue gagner sur mes terrains d'entraînement à la Grésilienne. Donc elle avait l'air d'être en forme. Et puis on sait qu'elle est plutôt performante sur les trails roulants parce qu'elle avait fait deuxième à la Saint-Élion en 2023 et cette année, elle avait fait septième sur les championnats de France de trail le long. Et puis personnellement, je vais aussi regarder le résultat d'un homonyme qui s'appelle Théo Détienne. Donc c'est l'ancien athlète de chez Salomon et qui est maintenant chez New Balance. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a arrêté son projet de PGHM et qu'il va se consacrer pleinement au trail. Du coup, hâte de voir ce que ça va donner un entraînement 100% axé sur le trail. Et puis pour rappel, il a été vainqueur du TNR cette année et de l'Ultra des Païens en Alsace, by UTMB. Donc c'est la course de 114 km. Ah ouais, et pour rappel, le PGHM,
C'est le peloton de gendarmerie de haute montagne, donc ça exige beaucoup, beaucoup d'entraînement. Je crois que les sélections sont extrêmement dures. Et à chaque fois, les sélections sont début septembre, et du coup, ce qui l'empêche à chaque fois de faire des courses sur l'UTMB. Et puis surtout, on est gendarme, donc Théo a passé, je crois, une année complète à faire ses classes loin de la montagne. Donc on a hâte de voir ce que va faire Théo, qui devrait, comme à son habitude, nous enflammer le début de course. Et donc, toi, Nico, quels vont être tes favoris au-delà de qui c'est que tu vas suivre et que tu vas essayer de suivre peut-être pour aller chercher une belle performance ce week-end? Alors moi, j'ai décidé de ne pas faire appel aux favoris légitimes, mais aux vieux, entre guillemets, puisque j'ai pris un double vainqueur quand même, donc c'est pas n'importe qui, quelqu'un qui a dû participer 3 fois au Grand Trail des Templiers dans sa carrière et qui a fait 2 victoires, une troisième place. Le, la légende Benoît Cory, qui, comme à son habitude, a distillé quelques petite séance sur Strava, dont son fameux 50 km entre J-10 et enfin, entre J-12 et J-10 de la course. Souvent, il aime bien faire cette sortie-là. Je me rappelle en 2015, il avait fait ça. Je m'étais dit, ouais, il va être cramé pour la course et puis il m'avait puni. Donc voilà, j'ai hâte de voir Benoît qui vieillit, hein, comme tout le monde, hein, puisqu'il aura 42 ans cette année, s'il les a pas déjà eu. Donc curieux de voir ce qu'il va faire, mais je le sens bien. Je pense que logiquement, il sera dans le top 5 parce que c'est quand même un sacré animal. Et puis chez les féminines, une fille qui a un palmarès long comme le bras, plusieurs victoires à la Transvulcania, dont peut-être le record d'ailleurs. Ida Nilsson, qui, comme moi, avait été médaillée d'argent au championnat du monde en 2022, derrière Blandine Lirondelle. Voilà, je ne sais pas si elle sera effectivement au départ. J'ai vu qu'elle était encore au Mexique la semaine dernière, mais voilà, curieux de voir si, entre guillemets, les anciens et les anciennes font de la résistance et je m'inclus dans le lot, donc on verra, hâte de voir cette course et puis d'essayer de faire mal aux jambes des plus jeunes. Et puis moi, je vais pas faire long, je vous annonce la victoire chez les hommes de Thomas Cardin et chez les femmes de Blandine Lirondelle. Pas besoin de développer. Les gens, s'ils ont suivi un petit peu la saison des deux et qui connaissent un petit peu le pédigré de ces deux athlètes, pas besoin d'en dire plus. Nico, la semaine dernière, on avait parlé enfin pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, dans le précédent épisode, on avait parlé de l'art du pacing et de la bonne gestion de course. Euh, Tu vas nous présenter un petit peu toi, comment tu as, prévu enfin, quelle stratégie tu as prévu d'adopter pour tenter de passer sous les 7 heures, qui sera peut-être ton objectif principal. Et je le rappelle, ton meilleur chrono, c'était en 2018, l'année où, selon tes mots, tu étais le plus fort et au prime de ta carrière, où tu avais couru en 6h38. Explique-nous rapidement quelle stratégie tu vas adopter. Ouais, bah, rapidement, pour revenir sur 2018, je pense que la victoire de Seb et ma deuxième place, c'était vraiment le top niveau de ce qu'on a vu sur les Templiers, pas très loin de ce qu'a pu faire John Albon ou Jim Wamsley. Bon, faut rappeler que ça change toujours un petit peu. Il y a encore des changements cette année, donc les chronos sont à prendre avec un peu des pincettes, mais globalement, il n'y a pas des énormes différences. Moi, je me suis fixé la barrière des 7 heures parce que forcément, c'est une course sur laquelle j'ai quand même bien réussi en faisant 3 fois deuxième. Donc, j'ai forcément, je mets un petit peu un objectif ambitieux parce que sinon, il n'y a rien qui fait rêver. Et si je disais j'y vais pour faire 8 heures, ça ne me motiverait pas beaucoup. Mais globalement, c'est assez marrant de voir dans mon esprit un peu l'évolution de ma carrière. C'est-à-dire que j'ai commencé en étant un jeune athlète sur cette course. J'ai pris mon premier départ en 2010. Et puis là, je me vois plus un petit peu dans la configuration du Nico de 2012 où j'avais fait un top 5 avec une quatrième place en courant par l'arrière. Je visualise un petit peu plus un pacing comme ça cette année par rapport à mes meilleures années où voilà, je partais dans le groupe de tête et puis j'essayais de suivre le plus longtemps possible, en tout cas de batailler pour le podium toute la course. Donc là, je suis un peu dans l'inconnu parce que j'ai pas fait de course longue depuis longtemps. Ma dernière course de haut niveau, et encore je l'ai pas fini, c'était les championnats du monde en 2023. La dernière vraie course de haut niveau que j'ai terminée, c'était il y a 2 ans les championnats du monde de trail. Donc forcément, il y a un petit peu d'inconnu. Après, vu que je connais très bien la course, par rapport à mon pacing, j'ai pris un petit peu des chronos d'un athlète que j'ai la chance d'accompagner, qui avait fait une très belle course en remontant tout au long de la course l'année dernière, c'est Robin Giaguet. Voilà, j'espère tenir plus ou moins son pacing de l'année dernière. J'espère gagner un peu de temps au début parce qu'il avait fini très très fort, ça sera dur à faire, mais voilà, l'idée c'est pas forcément de courir
par l'avant et de faire une course sage. On rappelle pour ceux qui vont nous écouter avant le départ que c'est une course vraiment en deux temps. C'est plutôt roulant jusqu'à la Route Sainte-Marguerite et après c'est un profil plus entre guillemets montagneux avec cette spécificité vraiment des Templiers qui est que la difficulté on va dire, de la typologie de terrain est crescendo dans la course avec un final qui est entre Masbio et l'arrivée est très très difficile et un profil quasiment de montagne puisque j'ai plus en tête, mais dans les 10 derniers kilomètres, on doit avoir quasiment 800 mètres de dénive. Donc, une course où il faut pas arriver trop cramé dans la partie finale. Merci beaucoup, Nico. J'espère que vous avez déjà toutes et tous réfléchi à vos petites stratégies. Et on va pouvoir le demander à notre auditeur fidèle qui nous a rejoint, avec qui on va échanger pour cette fin de podcast. Joris, Tripier, merci d'être là. Déjà, raconte-nous un petit peu pourquoi tu as décidé de participer à l'événement cette année et puis à quelle course tu vas participer. Alors, salut Alex, salut à toute la bande, merci pour l'invitation. Alors moi, je viens pour parler de la course association des Templiers, c'est la BOFI. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup parlé et si vous avez beaucoup parlé des favoris de la BOFI, mais c'est vrai que voilà, moi, je suis parti sur cette course parce que déjà, course des Templiers, et il y a un certain Alex Viol ici présent qui, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une voiture et il balançait du Ameno à fond en nous disant c'est un truc à faire, faut faire une fois dans sa vie cette course, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc après 3 jours de Ameno, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'aller voir ce que ça donne. Et après pas mal d'années quand même à réfléchir à la question. Voilà, je me suis inscrit cette année pour la BOFI, un format qui me correspond à peu près, avec 47 et 2002 à peu près des plus, donc ce qui correspond à des formats que j'ai l'habitude de faire du côté de chez moi, à Annecy ou dans les Alpes. Et puis en termes de saisonnalité, c'est vraiment top parce que bah, les courses de montagne, entre guillemets, sont terminées dans les Alpes du Nord. Là, la neige a bien pris possession des spots et donc voilà, ça permet d'aller faire une dernière course sûrement avant la fin de saison, dans un coin en plus que je connais pas. Millau, ça va permettre de découvrir un peu l'Écosse et ces terrains assez joueurs avec ouais, des bonnes parties de relance où j'ai pas forcément trop l'habitude. Donc c'est bien, ça remet un peu du rythme aussi dans la prépa après avoir fait pas mal de volume l'été. Donc il y a tout combiné pour passer un bon moment. Et puis Joris, rappelle-nous rapidement qu'est-ce que tu fais dans la vie et pour qui tu travailles? Alors, moi, je suis accompagnateur en montagne, donc je suis basé à Annecy. Donc, je suis accompagnateur en montagne depuis 5 ans maintenant et je travaille quasi exclusivement en trail. Donc, j'encadre des stages et des séjours trail pour Trails in France, qui est une agence spécialisée dans les stages et séjours trail. Ouais. Une agence dont Mathieu a déjà fait un petit peu de publicité d'ailleurs, je crois, sur CB. Exactement. Ouais, exactement. Chouette. Eh ben, merci beaucoup, Joris. Et pour poursuivre un petit peu sur le sujet Templier, on a voulu vous parler un petit peu de quelque chose qui avait un petit peu buzzé lorsque les inscriptions aux Templiers ont été ouvertes cette année. C'est les prix et notamment la hausse de prix qui a été constatée par beaucoup de personnes et ça a fait quand même beaucoup parler, notamment sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très surprenant. Et cette augmentation des prix, je vais vous la contextualiser un petit peu par deux anecdotes. L'anecdote d'un copain qui était inscrit sur la liste d'attente. Et donc, il s'inscrit sur la liste d'attente juste après que les inscriptions aient été bouclées. Et quelques semaines après, il reçoit un mail de l'organisation pour s'inscrire, mais il constate que le prix avait fortement augmenté. C'était sur le Grand Trail et que le prix était passé d'une centaine d'euros à environ 160 euros. Et donc c'est pour ça qu'il avait décidé de ne pas s'inscrire, parce qu'il avait été vraiment très étonné de cette hausse des prix. Il n'avait pas trop compris pourquoi. Et puis aussi une petite anecdote perso où j'avais été curieux de voir pourquoi les gens criaient au scandale à ce niveau-là. J'avais été sur le site de la course et j'avais constaté pareil que le marathon d'Écosse, le prix avait énormément augmenté, puisqu'il était passé sur un prix de base d'inscription de 45 euros à un prix à la fin des inscriptions à 90 euros. Une hausse qui est difficilement compréhensible et une hausse qui explique l'organisation par un prix évolutif, c'est-à-dire que si vous arrivez le premier, vous êtes à tel prix, et si vous arrivez le dernier, ben, vous avez un prix évolutif et donc vous payez plus cher que les autres.
Malheureusement, l'organisation n'explique pas pourquoi il y a une telle différence de prix. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de transparence à ce niveau-là. J'ai essayé d'envoyer un mail à Kevin Bertrand, qui est un petit peu le directeur sportif de l'événement. Il m'a pas répondu. Donc, on n'a pas d'infos venant de l'organisation. Toi, Théo, est-ce que tu as un petit avis là-dessus? Ouais, mais il me semble que sur les Templiers, je crois que c'est pour les 1000 premiers dossards, tu as des tarifs vraiment préférentiels. Moi, je m'étais inscrit dans l'heure de l'ouverture et c'était un petit peu moins cher que ça, effectivement. Et ouais, c'était aussi pour parler d'une autre course, la Maxi Race. Le petit coup de gueule, c'est pas forcément sur le tarif, c'est plutôt sur le tarif qui est annoncé au début quand tu vas t'inscrire et le tarif que tu payes à la fin sur ta carte bancaire. Là, on s'est inscrit avec des athlètes de Cap sur le relais de la Maxi Race. Quand tu cliques au début, c'est annoncé 145 euros. Puis après, tu découvres les petits suppléments. Donc, il y a un supplément de 4 euros. Donc, c'est une option obligatoire pour une asso. Moi, je suis chaud de donner des sous pour les assos, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, mettez-les directement dans le prix. Ensuite, il y a 5 euros de licence journalière. Donc, on se retrouve un peu sur un système triathlon. Mais quand tu es 4 sur le relais, bah, ça fait 5 fois 4, ça fait 20 euros en plus. Donc là, tu arrives, que je dise pas de bêtises, à 180 euros. Et à la fin, pour payer, frais de service du logiciel, 32 euros. Donc en fait, au lieu de payer 145 euros, tu payes 213 euros. Sans prendre aucune option. Il n'y a pas de repas, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Du coup, j'ai un peu l'impression d'être pris pour un pigeon quand je paye, parce qu'on m'annonce 145 et je paye 213. Et il y a des relais, par exemple le mien, moi je vais faire le relais de 18 km, ça me fait 3,02 € le kilo. Bon, après, finalement, on cautionne parce qu'on s'inscrit, mais ouais, c'est juste la différence entre le début et la fin du paiement qui me pose un petit peu problème. Et du coup, je me Ouais, demande, est-ce que c'est vraiment accessible à tous, quoi? très intéressant. C'est un bel exemple, un bel exemple. Et juste pour revenir sur l'aspect prix évolutif, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup sur les marathons sur route ou des grands marathons où il y a 50 000 dossards. Du 0 au 5 millième premier inscrit il y a 7 ans, etc. Ça évolue. Moi, ce que je comprends pas, c'est que sur une course comme les Templiers, une course qui remplit son événement en quelques semaines, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait un prix évolutif? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Nico, toi, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus? Bah moi, ça me pose un problème en fait de fond, c'est-à-dire que pourquoi pour la même prestation, tu payes pas le même prix, quoi. Tu vois, c'est comme si tu arrivais au restaurant et que, je sais pas, si tu viens manger à 19h, ça coûte, j'en sais rien, la pizza 16 euros, et puis si tu viens à 20h30, elle coûte 20 euros, quoi. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Alors, après, j'aime pas trop me prononcer sur les tarifs des inscriptions des organisations parce que pour savoir, ben, il faudrait avoir leur bilan comptable et savoir quel prix est pratique. Ça, de toute façon, on sait que quand les organisations sont professionnelles avec des salariés derrière, forcément, ça sera toujours plus cher que des organisations qui sont gérées par des bénévoles parce que bah, là, il y a des salaires à payer. Ça fera écho à mon coup de gueule de la fin de l'épisode, mais voilà, ça a un coût. Donc, voilà, après, si c'est évolutif rapidement, surtout avec un nombre de dossards, moi, à la limite, qu'il y ait une évolution sur les dates, c'est-à-dire qu'on augmente le prix parce que à l'approche de l'événement, on ne sait pas exactement combien on va avoir de personnes et donc du coup, on met un peu plus cher parce que bah on est obligé d'avoir des achats qui sont anticipés en n'étant pas sûr d'avoir les gens en face. Ça, je peux comprendre. Quand il y a des variations de prix fortes en l'espace de peut-être quelques jours, si c'est un nombre de dossards, ça, j'ai un peu plus de mal à comprendre la logique, quoi. Et en tout cas, la seule publication officielle qu'ont fait les Templiers, c'est qu'il y a bien eu une augmentation du prix de 5%, mais cette augmentation du prix, elle est fixée sur le prix de base, donc sur les premiers dossards, donc les premiers servis. Par contre, l'évolution du prix, elle est restée la même, mais on constate qu'il y a des différences qui sont assez énormes, donc c'est effectivement assez troublant. Joris, toi, un petit avis là-dessus sur est-ce que tu penses que tu as payé ton dossard au Templier un peu trop cher? Alors moi, vu que c'est ma première participation au Templier, je t'avoue que juste eu la réflexion de ouais, c'est pas donné. Mais ayant fait des courses by UTMB en Suisse en 2023, C'est le pire disons que exemple. voilà, qui est un très bon exemple pour se saigner pour une course. Voilà, finalement, j'avais l'impression de retourner un peu dans ces eaux-là, voire un peu en dessous. Mais ça fait partie de ces courses, voilà, qui sont vraiment catégorisées comme très chères. Et ce dont parlait Théo sur les côtés frais cachés, ça, c'est un truc. Je trouve ça vraiment lamentable de pas afficher dès le début ou alors d'être sur des pratiques à partir d'eux. Comme dit Nico, c'est la même prestation à la fin. Ouais.
c'est assez flou tout ça pour tous ceux qui s'inscrivent, pour tous ceux qui s'inscrivent à des courses. Je pense qu'il faudra un peu plus de transparence, mais aussi, à nouveau, comme dit Théo, c'est à partir de quel moment nous, consommateurs de trail, on va dire stop. Et malheureusement, je pense que pour l'instant, on dit pas encore stop. Tu vois, moi, je m'inscris encore sur des courses qui coûtent cher. On continue à cautionner ça, entre guillemets. Donc, Ouais, Moi, je pense que la demande est plus forte que l'offre. Donc, en fait, l'organisateur, c'est la loi du marché. Si les prix, enfin, si les dossards, ils partent. Enfin, tu vois, moi, par exemple, je trouve scandaleux l'anecdote de Théo. Je pense que, sincèrement, je me serais désinscrit du truc quand j'aurais vu ça, tu vois. Mais en fait, si tu prends pas la place, il y en a 10 qui attendent dehors et derrière. ouais. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, bon, quand on va en Suisse, c'est différent. Une anecdote pour rebondir sur ce qu'a dit Joris. Enfin, finalement, un dossard, est-ce que c'est cher? Quand j'ai fait Wish Trouble, j'ai pris un Ibis style. C'est pas un hôtel haut de gamme, centre-ville de Berne avec le parking et puis la taxe de séjour. 212 francs suisses pour une nuit, quoi. Donc, bon, finalement, tu te dis un dossard pour les Templiers, l'aventure que t'as versus une chambre d'hôtel, c'est pas si cher, mais moi, le problème, c'est toujours le même, c'est que quand t'as les moyens, bah, ça va, et quand t'as pas les moyens, t'es privé de ça, et c'est un peu plus ça qui peut être discutable, quoi. En tout cas, la vraie question qui se pose, et ce qu'évoquait un petit peu Théo, c'est l'accessibilité. Mais au-delà de ça, c'est surtout à quoi vont ressembler les pelotons de trail dans quelques années, notamment sur les grands événements où les prix de dossard explosent. Et ben, on va se retrouver avec déjà que le trail est quand même majoritairement pratiqué par on va dire des gens plutôt aisés qui ont les moyens, qui ont des emplois plutôt bien payés. Et ben, ça va faire qu'accentuer ce truc-là. Alors, on est encore dans un sport où on se côtoie, tous les milieux sociaux peuvent se côtoyer, donc il faut espérer que cette politique des prix ne mette pas en péril cette chose-là. Théo veut rebondir, je crois. Théo rebondit. Ouais, il y a aussi le choix de prendre des petites orgas. Enfin, moi, cette année, je me suis inscrit sur des petites courses. C'était 1 € le kilo et c'était de la bombe l'organisation. Enfin, c'était vraiment trop bien. Donc, le TGV, l'année prochaine, je pense faire d'autres courses dans les Bauges et tout. C'est pas du tout ce prix-là. Bien Donc, c'est sûr. aussi de se dire peut-être que dans l'année, je fais un trail un peu typé haut de gamme, un peu phare. Donc, soit une course by UTMB, soit une maxi, soit une Templier. Et par contre, après, à côté, je peux aussi, avec tous mes autres dossards, bon, faut pas en prendre 15, mais d'aller aider des petits trails et de donner de l'argent à des assos, c'est peut-être plus intéressant que des grosses machines à cash, quoi. Totalement d'accord. Et juste pour terminer là-dessus, ce que aussi j'ai du mal à comprendre, c'est qu'une orga comme les Templiers donne son naming à une marque comme Oka, qui doit représenter des sommes astronomiques, et qu'on se retrouve quand même à ce que ce soit le consommateur et le trailer qui paye plein pot son dossard. Et il y a même eu une augmentation du prix de dossard, alors même que l'événement vend son naming à Oka. Donc, voilà, ce qu'il faudrait, c'est plus de transparence et de savoir, ben, sans forcément, comme tu disais, Nico, publier le bilan comptable, mais juste avoir au moins de la transparence sur euh, quel est l'argent reçu et où va l'argent reçu. Voilà. Odile Baudrier, elle a fait un podcast dans Trail Business Club où elle explique un petit peu tous les pourcentages d'argent. C'est assez intéressant. Il est sorti il y a 5 jours. Ouais, d'ailleurs, elle dit Plutôt pas que mal. 70 à 80% du chiffre d'affaires de l'organisation, c'est les dossards. Mais ça pourrait clairement être, à mon sens, être ajusté. Mais bon, bref, ça Ouais, sera. après, il y a beaucoup d'évolutions cette année, notamment sur le fait qu'ils ont mis des places, des navettes pour aller à la salvage. Je pense que tout ça, ça a un coût quand même, hein, Ouais, mine de mais rien. alors ça, ok, vraie question. Mais les navettes, j'ai regardé, il y a. Alors, il faudrait que je regarde plus dans le détail, mais c'est payant. Donc, en tout cas, j'ai vu passer des billets de navette à 20 euros. Ok. Donc bon. Bref, on a fini sur ce sujet. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Et bien sûr, on se fera un plaisir d'échanger avec vous et de débattre de tout ça sur le canal YouTube X d'Instagram. Et puis, on va pouvoir terminer cet épisode avec nos recommandations, nos coups de cœur, nos coups de gueule. Et on va commencer par notre invité, Joris. Dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour cette fin d'épisode. Alors en fait, moi, c'est un coup de cœur, pardon, pour un coup de gueule qui a été poussé par, je suis désolé si j'écorche son nom, Laurent Wiener ou Laurent Vinet, organisateur du Trail du Petit Saint-Bernard, qui a eu lieu le dernier week-end de septembre.
Pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite organisation dans un coin absolument magnifique. Cette année, ça partait des Chapieux. Donc voilà, ceux qui font le TMB, qui font la TDS connaissent bien ces lieux. Donc vraiment un trail montagne. Et vous imaginez bien qu'à cette période, fin septembre, ça a toujours lieu à cette période. Bah, très souvent, vous avez de la neige, des conditions assez compliquées, avec des passages de col à 2006, voire 2007. Et donc cette année, bah, ça n'a pas échappé à la règle, hein, un coup de froid, pas mal de neige. Et donc l'organisation a dû s'adapter au jour le jour, voire pendant la course, pour adapter les itinéraires et puis voire même couper la course à un certain moment dans la soirée. Et donc, bah, comme toutes ces orgas, il en a pris un peu plein la tronche, pour parler poliment. Et donc, il s'est permis de faire un message sur la page Facebook du Trail du Petit Saint-Bernard où il revient sur la course, voilà, comment ça a été géré. Et après, pour pousser un coup de gueule et dire que, en fait, il y a quand même pas mal de gens qui s'engagent sur ces courses-là, sur sa course, et qui n'ont soit, il estime, pas le niveau pour s'engager sur ce type d'épreuve, je le cite. Il dit, je ne parle pas forcément du niveau de running, mais du niveau d'expérience en montagne. Et il dit aussi, si j'avais fait preuve d'une très grande rigueur au contrôle des sacs, une centaine de coureurs n'auraient pas pris le départ. Donc il y a des gens en fait qui vont chier un peu sur l'organisation en disant, c'est honteux, vous nous avez coupé ici, il n'y avait pas de navette tout de suite, on a attendu je ne sais pas combien de temps dans le froid, mais qu'en fait, il n'y avait pas l'équipement nécessaire pour ce type de temps. Et quand on s'engage sur une course, on est à 2007, etc., en montagne. Effectivement, je pense que c'est bien de dire de temps en temps, bah, quand même, responsabilisez-vous, rendez-vous compte de là où vous allez. Et puis, voilà, avoir un peu de jugeote aussi. On dit déjà quand même, il y a du matos obligatoire, en tout cas recommandé, et des ravitaux tous les 10 kilomètres. C'est déjà très assisté, le trail. Ce serait bien que les gens se prennent un petit peu plus en main, entre guillemets. Donc voilà, coup de Le cœur, mais coup professionnel de pousse gueule. son coup de gueule, le professionnel de la montagne. Merci Joris pour cette belle prévention. Mathieu, raconte-nous un petit peu, je crois que tu as un coup de cœur. Je vais vous parler de Louis Dumas, donc le vainqueur du circuit de kilomètres verticaux de Skyrunning. Donc on va pas aborder ici l'intérêt sportif quasi nul du circuit, mais plutôt moi j'ai eu un petit coup de cœur sur la démarche de Louis pour se rendre à la finale. Donc il était en tête du classement avant cette finale qui avait lieu à Madère. Et il a voulu quand même, malgré ses convictions écologiques, aller jouer cette finale pour le circuit. Et pour la petite anecdote, gagner un prize money dont il ne connaît pas le montant avant la fin du circuit. Donc, il a gagné cette finale, il a gagné le circuit, mais on va lui communiquer combien d'argent il a gagné prochainement. Donc, ça, c'est la petite anecdote qui m'a fait sourire. Mais ce que je voulais souligner, c'était surtout le fait qu'il a fait le choix d'aller jusqu'à Madère sur un porte-container. Donc, pour ceux qui connaissent pas un petit peu la géographie, c'est une île portugaise qui se trouve au milieu de l'océan Atlantique. Et du coup, il s'est dit, eh ben, je vais y aller et finir cette finale, mais j'ai pas envie de prendre l'avion. Donc, il s'est renseigné pour y aller en bateau et il a trouvé un porte-container qui propose des places au départ de Lisbonne. Donc, c'est d'abord un voyage en train jusqu'à Madrid, puis en bus pour aller jusqu'à Lisbonne, et ensuite 2 jours seul en mer. Donc, il m'a dit que c'était une expérience très enrichissante, qu'il avait beaucoup plu, de vivre sur ce petit bateau avec un équipage de 10 personnes au total, chacun une cabine, et puis partager les repas avec l'équipage du bateau, en apprendre plus sur le fonctionnement de tel bateau. Il a beaucoup aimé. Par contre, c'est qu'une rotation par semaine, il y a 4 ou 5 places pour les voyageurs, donc ça va pas devenir la nouvelle solution de voyage de masse jusqu'à Madère, mais sa démarche était sympa. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés pour essayer de faire ce genre de petit projet, ben, il m'a dit qu'il était disponible pour répondre éventuellement aux questions des auditeurs, pour les aider pour faire des projets un petit peu comme le sien. Top. À rappeler d'ailleurs que Benjamin Roubiol et sa copine Camille Martin, qui s'étaient rendus sur le Mute en début de saison, avaient fait exactement la même chose et là aussi, ça s'était très bien passé. Théo, toi, tu as un petit coup de cœur à nous partager. Ouais, enfin c'est plutôt une constatation qui pourrait se transformer en conseil. Du coup, pendant mon affûtage là pour les Templiers, pour une fois, j'ai pas remplacé les heures d'entraînement par des heures de boulot. Et du coup, j'ai juste fait la sieste. Et franchement, je vois que ça fait une différence assez stratosphérique sur le cardio qui s'adapte beaucoup plus que d'habitude. Donc en fait, juste un petit conseil, si vous faites un affûtage, remplacez pas les heures d'entraînement par du taf, mais juste profitez-en pour vraiment vous reposer. Et surtout, un petit clin d'œil pour mon pote Antoine Cordès, que j'ai la chance de coacher et qui va s'élancer sur sa première diag. L'année dernière, il s'était blessé, il n'avait pas pu prendre le départ. Et du coup, bah, je suis de tout cœur avec lui, j'ai hâte de vibrer en le suivant. Et puis aussi pour un autre copain qui va jouer une très belle place sur la Masca.
Pour rappel, c'est le format de 75 km à La Réunion et il s'appelle Nicolas Cour. Hâte de voir ce qu'il va nous faire sur l'île Intense. Allez, puis moi je termine rapidement avec une recommandation d'un média, le média Blast, qui est à suivre sur Instagram et sur YouTube, qui propose des vidéos de décryptage et d'analyse des faits de société. C'est hyper intéressant et c'est un média totalement indépendant. Et dès comme ça, eh ben, on pense pas forcément au fait qu'il y en ait beaucoup. Et ben, en fait, il y en a plein. Il suffit de s'y intéresser. Et donc le média Blast à suivre. Et on y trouve d'ailleurs de bien meilleures informations sur les médias traditionnels. Et ce média, il s'est récemment associé dans une coopérative de médias indépendants, COP Média. Et en gros, ils se sont réunis pour promouvoir une information de qualité qui n'est pas dictée par la rentabilité, à l'inverse des grandes chaînes de télé privées, notamment. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur leur site et à vous abonner aux pages d'Instagram des médias qui vous intéressent. Il y en a sur tous les sujets de société. Eh ben, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à Joris, notre auditeur, de nous avoir rejoints pour cet épisode. Et puis, messieurs, Nico, Théo, on se retrouve ce week-end au Festival des Templiers. J'espère qu'on aura la chance de vous croiser nombreux et nombreuses sur les sentiers. Mathieu, bonne fin de bronzage à Majorque. On espère que tout se passe bien. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.